Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast des clés de l'être. Et si l'exploration de la conscience s'ouvrait à chacun de nous? Ouvrez votre cœur et suivez-nous dans ce voyage passionnant. Nos podcasts vont bien au-delà de simples interviews. Grâce à une induction, le télépathe entre en pleine conscience de lui-même, de son environnement et du tout. Il accède ainsi à ce magnifique champ d'informations infini. Sans préparation préalable, il nous fait découvrir ses perceptions en temps réel, comme s'il nous racontait un film qui se déroule sous ses yeux. Je vous invite à vivre ce podcast en pleine conscience et à nous partager vos ressentis ou expériences de vie dans les commentaires. Si vous aimez cet épisode, likez-le et abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à toucher toujours plus de monde. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Aujourd'hui, nous sommes réunis, Michel et moi, pour explorer le sujet du placenta. Michel, je vais t'inviter à observer la vie du placenta depuis le début, dans ce chemin de procréation, jusqu'à son accouchement. Tu l'observes en parallèle du développement du fœtus, du bébé. C'est tout petit, c'est comme quelques cellules là qui sont rassemblées, qui arrivent dans l'utérus. C'est libre, ça vient d'arriver là. C'est quoi ces cellules, d'où elles viennent par rapport aux cellules du bébé? Je pense que c'est le tout début des deux gamètes qui se sont rencontrés et qui ont commencé déjà à se diviser et qui arrivent d'une trompe, je suppose. Il y a une énergie qui pousse ça, comme si ce petit amas de cellules savait ce qu'il devait faire. On a l'impression qu'il se pose comme ça sur un petit lit ça fait comme des petits poils, des petits cils, et en même temps, ça donne l'impression qu'il sait où il va et qu'il sait ce qu'il veut faire, comme s'il y avait une trajectoire. Je vois ce petit rond de cellules qui est petit, je ne sais pas combien il y a de cellules, c'est vraiment tout petit, qui est posé sur ces petits cils, et c'est comme si il roulait sur lui-même. Les cils bougent comme ça et ça le fait rouler. Puis à un moment donné, il y a ce petit amas de cellules qui, je sais pas, je le vois descendre entre les cils. Il s'accroche. C'est comme si du coup ça allait se développer de deux côtés. D'un côté, il y aura le bébé, et de l'autre côté, il y aura le placenta. Observe ce développement qui commence. Ce que je perçois, c'est comme si c'était orchestré par une forme d'intelligence, quoi, comme s'il y avait un maître d'œuvre. Voilà, c'est comme un chantier où chacun y a son poste et chacun sait ce qu'il doit faire. Il y a une énergie absolument prodigieuse, une espèce d'ardeur à la tâche. Chacun contribue à l'ensemble. Est-ce que tu observes à la fois la conscience du placenta et la conscience du bébé en développement? Ou est-ce que c'est la même chose? Là, ça ressemble plutôt à la même chose qui orchestre l'ensemble. C'est comme un superviseur, je vois comme un architecte, quoi. Il y a un plan, et là, c'est le plan de cet individu, et pour que tout se passe bien selon son plan. Si je te dis le mot âme, est-ce qu'elle est déjà présente? Alors là, ce que je perçois, c'est différent de l'âme. L'âme, c'est comme si ça allait être tu vois, si je compare avec un architecte, c'est comme si l'âme, ça allait être le propriétaire de la construction, et je l'aperçois pas là tout de suite. Ok, elle n'est pas encore là. Non, je Continue à l'aperçois pas encore. observer le développement. Donc là, je vois bien la fabrication du cordon, ce qui va relier j'allais dire les deux entités, l'entité bébé et l'entité placenta. Et le placenta fait penser à, comment je pourrais dire, comme un chef de chantier un peu. Mhm. Je reste sur mon truc d'architecte, c'est comme ça que je le perçois. C'est comme si là, il y avait une intelligence déléguée, on va dire, et qui oriente un peu. Ouais, parce que c'est l'interface avec ce qui vient de la mer, et c'est comme s'il était à l'entrée d'un truc et dit: «Bon, toi, c'est à gauche, toi, c'est au-dessus, toi, c'est par là». Il est comme habité
d'une expertise en fait, de connaissances qui lui permet de ventiler les nutriments et Mhm. d'accomplir sa fonction de filtre et de Mhm. répartiteur aussi, il répartit. Et donc, c'est une conscience différente du bébé. Oui, c'est différent du bébé. Si je vais vers le bébé, je vois pas la même maturité encore dedans, comme si l'âme était encore pas présente. Ou l'âme, elle est déjà en fait dans son rôle, dans sa future incarnation. Enfin, dans son incarnation, on peut dire déjà. Et si je reviens vers le placenta, ouais, c'est vraiment différent. C'est pas du tout la même énergie. C'est comme si le placenta, il travaille pour le bébé. Mhm. Et s'il y a des jumeaux, ils travaillent pour les bébés alors. Oui. Il se présente comme un parent, en fait. Comme un parent qui supervise, qui regarde tout ça se développer. Donc, il grandit en même temps que le bébé, il grandit à son rythme. Ce que je perçois, c'est comme si la présence était moins forte. Au fur et à mesure de la grossesse. Ouais. C'est comme si la présence était moins forte dans le sens où on a lancé toute l'organisation et puis maintenant ça travaille un peu en autonomie, on va dire. Et si je regarde du côté du bébé, au fur et à mesure, là, dans ce que j'ai dans mes perceptions, c'est lui, par contre, il est de plus en plus en présence. Il est de plus en plus, et c'est pas du tout la même énergie, hein. Il y a vraiment une nette différence entre vraiment si on reprend la construction d'une maison, entre le propriétaire de la maison voilà, qui occupe peu à peu le chantier et le chef de chantier qui a lancé voilà, tout le monde, ses ouvriers, tout ça, et qui prend un peu de recul maintenant que tout le monde connaît ses tâches, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et l'architecte qui est toujours un peu là, qui est toujours là, et en fait qui est plus présent à certains moments de la construction, on va dire. Bon, je suis désolée pour le comparatif, hein, mais tu vois, il revient que quand il y a des moments clés, à certains stades clés, où telle chose doit être introduite. Par Mhm. exemple, on avait dit que c'était pas des fenêtres carrées, on avait dit que ce serait des fenêtres rondes. Et donc, bah, il vient voir si c'est OK, on a bien pris cette information en compte et que ça va se faire comme ça. Si tout est OK, la présence est moins forte. Si on prend le cas précis d'un placenta qui arrête sa croissance, qu'est-ce qui amène à ce que cet architecte arrête son travail? Alors, il y a plusieurs réponses. Il y a une première réponse, c'est que c'est ça qui était prévu en tant qu'expérience, c'est-à-dire une grossesse qui va dans une direction bien précise, soit de fausse couche, soit de prématuré, soit quelque chose de bien précis. Et dans Mhm. ce cas-là, l'architecte, il veille à ce que le plan soit suivi. Et soit c'était pas prévu comme ça, et l'architecte va envoyer des signaux. Il y a des signaux qui vont partir, donc ça pourrait être des douleurs, ça pourrait être des signaux physiques qui seront des possibilités pour la mère ou le médecin qui suit la grossesse d'intervenir. Est-ce que tu as un exemple concret où le placenta tire une sonnette d'alarme auprès de la maman? Qu'est-ce que ça pourrait être comme situation? Là, ça montre plein de choses. Ça montre de l'insomnie, des rêves genre cauchemar. Ça montre des douleurs dans le ventre, Et une quel est le hypersensibilité, message pour la maman? d'attirer son attention sur sa grossesse, d'aller chez le médecin, d'être suffisamment inquiète pour inquiéter le médecin ou la sage-femme qui la suit. Tu reviens maintenant à ce placenta qui grandit. Tu reprends le voyage où tu l'avais laissé. C'est marrant parce que la sensation que j'ai dans le ventre, c'est que ma petite boule de départ, elle grandit et elle occupe en fait une grande place. Et ce qui me vient, c'est chaleur, douce chaleur, quelque chose d'assez confortable. Oui, ça a l'air assez douillet pour le bébé, ce placenta. Je vois un fœtus qui est encore assez petit, et qui peut encore bouger la tête en haut, la tête en bas. Et il y a une espèce de jeu avec le placenta qu'il n'y a pas contre la paroi de l'utérus qui paraît du coup plus ferme, plus dur. C'est comme un compagnon de route pour le bébé. Et bien ça pourrait, oui. Pareil pour le cordon.
fur et à mesure que le bébé grandit, il s'amuse un peu avec son cordon. Ce que je perçois, c'est vraiment une différence entre le côté de la paroi de l'utérus qui est dure et qui n'est pas spécialement élastique, et le côté placenta qui est plus souple. Et du coup, c'est comme plus amusant de se cogner contre le placenta ou de... Je vois même un bébé un peu plus grand qui pousse ses pieds contre la paroi de l'utérus pour caler son dos comme ça et se lever dans le placenta pour aller comme se masser un peu, se masser le Mhm. dos. Comme un petit coussin. Oui, comme un petit coussin. Oui, ça a l'air super agréable. Est-ce qu'il y a une forme de communication entre les deux? Pas vraiment, c'est juste sentir la présence. Ok. Écoute, ça me fait vraiment penser, là, je vois un bébé qui est né et qui se niche comme ça contre sa maman, et comme si en fait ça lui rappelait ça, le contact avec le placenta comme coussin un peu comme... C'est une mémoire, souvenir qui s'ancre pour le bébé. Ouais, tout à fait. Et là, ce que je sens là sur mon corps à moi, c'est beaucoup au niveau du dos. C'est beaucoup au niveau d'une douce chaleur comme ça tout le long du dos, sur quelque chose de souple, enfin, de pas dur, parce qu'en même temps, ça a l'air assez dense hein, quand même. Et c'est pas dur comme le muscle de l'utérus. Et là, moi, je l'ai tout le long du dos. Hein. Je sais pas si c'est mes mémoires à moi qui s'activent ou quoi, mais c'est super agréable d'avoir ça dans le dos. Ça me donne envie de bouger les épaules, de bouger mon dos, de comme faire un petit massage. Ça invite au mouvement. Ça invite au mouvement, ouais. Et peut-être du coup, ça le rend vivant un peu, tu vois. Mhm. Alors, je sens pas une communication à proprement parler, mais le bébé, il joue avec ça et c'est comme si pour lui, le placenta lui répondait. Tu vois, c'est une présence vivante. Ok. Et là, ce que je sens dans le dos, c'est par moments des petits, comme des petits battements de cœur, quoi, tu vois, Oui. euh, qui rythment un petit peu. Pour le bébé, ça peut être une communication. Enfin, c'est un bien grand mot à ce stade neuronal, mais ça peut être, tu vois, je me masse un petit peu le dos, là, je roule mon dos là-dessus, et hop, je sens en même temps, pouc, pouc, Des ça, pulsations. quelque chose qui, une pulsation, comme si la chose me répondait. Super. Excellent. Mm. Ah, c'est super agréable. Hein. Et l'architecte, il est où là? Alors, l'architecte, il est toujours en connexion, mais il est présent que s'il a une alarme qui s'allume. Tant que le plan se déroule normalement, il reste connecté, enfin, il reste Mhm. branché, mais il est pas là. Il a Mhm. comme une antenne quelque part qui le relie à ça, mais il fait d'autres trucs. Ça veut dire quoi? Il fait d'autres trucs? Il a d'autres chantiers, il a, tu vois, l'attention, c'est très très vaste. Ça montre une conscience très très vaste. C'est l'énergie de la création de la vie humaine. Ouais, c'est énergétique et à peur, ouais. Mhm. Ok. Il en est où le bébé là dans son développement? Alors, si j'avance dans la grossesse, bah, il y a un moment donné où c'est très étroit et où le bébé il est clairement calé contre le placenta. Là, j'ai un bébé qui est collé au niveau du dos, là, qui est tout recroquevillé. Le jeu n'est plus possible. Il y a une recherche du jeu, c'est toujours un peu possible. Ah, c'est marrant, ça, c'est comme si c'était super important de connecter à cette présence. C'est abstrait, hein, il n'y a pas une communication entre les deux, mais le bébé, c'est important pour lui d'être en contact de cette masse qui a l'air de Mhm. bouger, de vivre, De battre. de battre. Il y a quelque chose là sur ce bébé-là, sur le fait de se retourner la tête en bas. Il faudrait lâcher ce compagnon, on va dire, ce compagnon de grossesse là. Comme une préparation à la séparation. Oui, voilà, faut accepter cette séparation. Et il n'a pas trop envie, quoi. Hein. Il n'a pas trop envie de
se retourner la tête en bas, ça veut dire que son dos sera plus au contact du placenta, qui va devoir épouser plus la forme de l'utérus. Donc là, je le vois qu'il le fait. C'est pas heureux, c'est pas joyeux. C'est tellement confortable d'être le dos à cette chose-là que bah, t'as pas envie de laisser ça. Mhm. Et c'est comme si la position pour accoucher mettait le dos du bébé contre la paroi de l'utérus, position pour la naissance, et que ça, c'est pas super agréable. Et en même temps, le bébé a plus de place comme ça. Alors là, celui que je vois, il a la tête en bas, prêt pour naître. Il a le dos contre la paroi de l'utérus. Du coup, il a son placenta plutôt devant lui, côté bras et ventre, les genoux recroquevillés. Et en fait, il va pouvoir, en poussant sur ses jambes, il va pouvoir continuer de jouer avec le placenta. Mais pas beaucoup, quoi. Il y a vraiment pas beaucoup de place. Là, on est vraiment pas loin de la naissance. Et donc, quand tu dis position pour accoucher, c'est plus une préparation à cette position pour l'accouchement. Ouais. C'est pas la position de la maman lors de l'accouchement. Non, non, c'est la position du bébé euh, qui, euh, qui se retourne. J'essaie de voir qu'est-ce qui déclenche qu'il se retourne. Il y a une recherche de place. Il bat un petit peu des pieds, des jambes, et progressivement, mais c'est vraiment un mouvement volontaire. Mhm. Progressivement, il se tourne, il se vrille, et il se retrouve la tête en bas. Et de cette façon-là, sa tête est dans la partie la plus étroite, mais du coup, il a plus de place au niveau des genoux et des fesses, ces petites jambes-là qui Mhm. sont recroquevillées. Et ça fait vraiment la grosse boule vers le haut du ventre, là où du coup, il y a plus de place. Et c'est plus souple. Qu'est-ce qui déclenche l'accouchement? Là, au niveau du placenta, je vois des flux sanguins, je vois beaucoup de sang. C'est très rouge et sombre aussi. Je sais pas, bleu peut-être, je sais pas. Mhm. Et il y a quelque chose au niveau du sang qui se passe. Le placenta, dans son intelligence, on va dire, c'est comme s'il savait que son job était terminé. Je vois comme un processus inverse, un ralentissement de croissance. C'est comme s'il ne donnait plus toute l'alimentation dont le bébé avait besoin. Et à partir de là, il y a un processus qui devient inverse. Au lieu d'être dans la croissance, on va être dans la décroissance. Ça déclenche comme une alerte qui va servir à déclencher des contractions Ok. et à commencer tout le travail de la naissance. Le bébé, il se laisse pousser par les contractions, par les muscles de l'utérus, qu'il serre comme ça, par moments ça le comprime. C'est pas un moment spécialement agréable. Il peut y avoir beaucoup de peur. Il y a une perte de repère. C'est un départ vers l'inconnu. Ouais. Et en même temps, il n'y a pas de vers quelque chose. Le bébé, il est dans l'instant présent pur. Ok. C'est comme si à chaque contraction, quand il était tout serré, sa vie, ça allait être d'être tout serré maintenant. Il n'y a pas de projection sur la presse, ça peut-être qui fait peur. Et quand je dis perte de repère, c'est que il y a contraction, pas contraction, et qu'à chaque fois, pour lui, c'est vécu comme ah, alors ma vie, c'est ça maintenant. Ah, alors ma vie, c'est ça maintenant. Et Mhm. chaque moment est vécu comme l'éternité, quoi, comme l'instant présent, c'est pour toujours. Donc il y a cette perte de repère parce que ça change. Du côté du placenta, je vois comme un vieillissement, comme un ralentissement. Tu voyais du sang tout à l'heure. Ce sang, il va où? Le sang, il allait vers le cordon comme un signal qui déclenchait quelque chose. Quelque chose aussi qui se joue sur la paroi de l'utérus qui est contre le placenta, parce que le placenta, je le vois collé, soudé, je le vois collé. Et il est relié donc du coup au corps de la mère. Et
comme s'il y avait quelque chose qui partait dans les 2 sens, vers le corps de la mère et vers le corps de l'enfant, comme un signal, un déclencheur, une OK. information qui va dans les 2 sens. L'information en gros, attention naissance, mais l'information, il y en a une qui est pour la mère et l'autre qui est pour l'enfant. OK. Est-ce que tu peux observer à présent, cette naissance? Là, ce que je perçois du bébé, c'est qu'il passe, dans un à travers un conduit, et un conduit qui est, assez étroit pour lui. Hem, c'est pas très rassurant et en même temps, il a pas le choix que d'y aller. C'est comme s'il avait pas, une volonté propre à lui, mais il se laisse, pousser par les contractions. Il Mmh. se laisse pousser par les muscles et par, tout le travail qui se fait dans le corps de la mère. Il est conduit, il est aidé, en fait. C'est le corps de la mère qui le guide et le moment de la sortie, le plus saisissant, c'est d'être nu au milieu de rien, le contact avec l'air. Même s'il fait chaud, c'est pas une question de température, c'est une question de contact, où le bébé, il a besoin d'un pot à pot pour retrouver le contact. Qu'est-ce qui se passe avec le placenta? Comment il évolue à partir de la naissance? Alors là, c'est comme s'il avait fini son boulot. Là, je vois qu'il y a tout le travail pour qu'il sorte du corps de la mère et l'utérus se comporte comme si c'était devenu un corps étranger. OK. Donc il y a des contractions qui sont assez, fortes et assez, j'allais dire agressives, mais vraiment des contractions très puissantes, très intenses, pour arriver à sortir Expulsé. le placenta du corps et expulser, ouais. Oui, c'est vraiment le terme, c'est vraiment tu es pas chez toi ici, dehors. Là, il est toujours vivant, cet organe. Là, il est toujours vivant, oui. Est-ce que le moment où on coupe le cordon, a un impact pour le bébé dans sa relation avec le placenta? Là, je dirais pas vraiment. Sa relation avec le placenta, c'est plutôt un corps à corps qu'un cordon. Le bébé, il identifie pas le placenta au cordon, c'est comme 2 choses différentes et donc ce qui pourrait lui manquer éventuellement, c'est le contact chaud du corps à corps avec le placenta. C'est pas la même relation avec le cordon. Mais quand le cordon est coupé, le lien physique est coupé avec le placenta. Là, ça me dit pas qu'il y a un lien pour le bébé là-dessus. Lui, ce qu'il va rechercher, c'est le contact peau à peau. C'est coupé, mais c'est comme si le bébé, il n'identifie pas du tout, le placenta à ce cordon. OK. À quel moment le placenta meurt? Ça me dit, pas longtemps après, mais peut-être, quelques heures, 3 4 heures. Là, je vois qu'on fait des ponctions sur le placenta, qu'on tu vois, de façon assez, rapide, prendre, du sang ou des cellules, je sais pas ce qu'on récupère dessus, mais assez rapidement, ça va être congelé. Est-ce que énergétiquement, ça impacte le bébé? Là, ça montre un bébé qui a la mémoire, en fait, de ce compagnon de ventre, de grossesse et qui va chercher ce contact et si ce contact, il l'a avec maman, qui le prend dans ses bras, qui ça va le rassurer. Ça va switcher assez facilement de placenta in utero à maman, une fois dehors. Est-ce qu'un bébé peut développer un syndrome, suite à la perte de ce contact avec, le placenta? Ça me répond oui, tout de suite. Pour le bébé, il y aura une recherche de ce contact, pour trouver de la sécurité et du plaisir, de la joie, en mémoire à ce qu'il a vécu dans le ventre. Donc le côté qui était très agréable de se masser, comme ça contre le placenta, c'est quelque chose qui va être recherché et en grandissant, même quand il peut plus trop bouger avec son placenta, le fait de le sentir là est une sécurité. Ça fait du bien de savoir, ouais, peut-être qu'on n'est pas tout seul. Si une fois à l'extérieur, je vais dire la maman parce que c'est plus souvent la maman qui s'occupe des nourrissons à la naissance. Si la maman, elle,
elle s'accorde à ce besoin, si elle comble ce besoin en portant son bébé, en l'ayant, apportant le corps à corps, Mmh. il y aura moins ce sentiment d'absence et de perte. Mais si pour le bébé, la maman ne fait pas le même, usage, on va dire, si ça correspond pas, aux mémoires qu'a le bébé, peut avoir effectivement tendance à rechercher et à avoir, une impression d'absence perpétuelle, d'absence tout le temps. Alors c'est pas que la maman s'occupe pas forcément mal de son bébé, c'est pas ça, c'est plutôt chez le bébé. Est-ce que la maman, va pouvoir, remplacer cette sensation ou pas? Et ça, c'est personnel. Voilà, il y a plein de bébés pour qui oui, c'est OK et des fois non, c'est pas OK. Mmh. Ça pourrait donner ce sentiment qu'on n'était pas tout seul dans le ventre et qu'on a perdu un compagnon. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, il n'y avait pas de communication particulière avec, le placenta. Il n'y avait pas de dialogue, d'échange ou Mmh. il y avait juste, des sensations et tout se passait dans les ressentis du bébé. Donc c'est là que c'est différent avec un jumeau perdu. Après ça dépend à quel âge le jumeau est perdu, mais là j'ai plus, 2 fœtus qui communiquent entre eux, qui communiquent, dans leurs mouvements de pieds, de bras, d'enchevêtrement, il y en a un la tête en haut, la tête en bas. Bon là, c'est vraiment très tôt dans la grossesse. Donc du coup, ça se manifestera, différemment dans le cas d'une personne qui a un vrai syndrome du jumeau perdu et dans le cas d'une personne qui en fait, c'est pas un jumeau qu'elle a perdu, mais c'est un compagnon de grossesse qui est le placenta. Est-ce que les symptômes se ressemblent? Ça montre que le symptôme commun, ça va être, une recherche de complétude. C'est-à-dire, chercher dans sa vie, l'âme sœur, voilà, l'amie parfaite ou le conjoint parfait qui épousera, toutes mes formes, tous mes contours, qui sera tout le temps accordé à moi, quelque chose un peu comme ça. Donc recherche de complétude, ça me dit. Je sentais des différences, de manifestation en lien avec, cette non-communication avec le placenta par rapport à la communication avec le jumeau. Et là, chez l'enfant qui a perdu un jumeau, ça va se manifester différemment parce qu'il y a une recherche de présence et de communication qu'il y aura pas chez un enfant qui a perdu un compagnon, neutre comme le placenta. D'un côté, je vois un enfant beaucoup plus actif et beaucoup plus, initiateur des contacts, aller beaucoup plus de l'avant dans la recherche de copains, d'amis, de compagnons de jeu. Il est beaucoup plus, à l'origine des contacts et de l'autre côté, plus un enfant plus passif dans la recherche des contacts, pas forcément dans sa vie, mais un enfant plus, dans l'attente de quelque chose, plus dans l'attente de retrouver une sécurité. Voilà, la dynamique est pas la même, la manifestation est pas la même à ce niveau-là. Donc dans les 2 cas, il y a une recherche, un désir de complétude, mais ça se manifeste pas de la même façon. C'est vraiment, tu vois, quelqu'un sur qui je peux m'appuyer, quelqu'un sur qui je peux compter, quelqu'un qui sera là pour moi tout le temps. Hem, voilà, quelque chose un peu comme ça, la recherche, avec le placenta et du côté du jumeau perdu, c'est faut que je le retrouve, quoi. Mmh. Donc je le cherche dans la vie, je le cherche partout. Qu'est-ce qui fait que une âme choisit cette expérience de vie, de séparation, difficile avec le placenta? Qu'est-ce qu'elle a à transcender? Ça me ramène vers, une attitude, un peu passive et un peu d'attente. Par exemple, je ferais bien la vie avec quelqu'un, mais voilà, le prince charmant ne vient pas à moi, par exemple. Et une attitude un peu attentiste des opportunités qui pourraient venir un peu toutes seules. Et du coup, il y a un travail sur, de pas avoir besoin de quelqu'un pour, se dynamiser, pour réaliser, tu vois? De pas avoir besoin de quelqu'un ou d'un projet pour dire: «Voilà, ça y est, là, je suis bien, là, je suis dans le bien-être».
de rechercher cette complétude avec soi-même. De refaire un avec soi-même plutôt que deux avec cet autre, quel qu'il soit. Oui, cet autre qui est pas un vrai autre pour ce cas-là, qui était Ok. un peu une illusion, qui était. J'ai pas pris conscience que cet autre c'était juste un placenta et que c'était pas un être. C'est pas ni mon frère, ni ma sœur, ni mon compagnon de vie. Donc tout ça repose sur une illusion, sur une fausse interprétation. Et donc il va y avoir un travail à faire là-dessus, de travailler sur cette illusion du besoin de quelque chose pour se sentir complet. Si tu dézoomes de la Terre, est-ce que ce syndrome, je vais l'appeler syndrome, je ne sais pas comment il s'appelle, est très récurrent dans la population humaine ou est-ce que c'est assez rare? Ça a l'air assez récurrent. Ça dépend des conditions de la grossesse. Est-ce que le bébé a eu plus ou moins recours à cette chose-là pour se rassurer, pour s'apaiser, ou s'il y a eu du stress pour le bébé pendant la grossesse. Donc ça dépend du déroulé de la grossesse et ça dépend de l'accueil à la naissance. Un bébé qu'on accepte de prendre dans les bras autant qu'il a besoin, par exemple, pourra lâcher assez facilement son compagnon de grossesse, on va dire, au profit de sa maman. Ça peut être le papa, hein. C'est parce que la maman est souvent beaucoup plus à s'occuper plus, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Est-ce que le doudou remplace le placenta? Samedi, non. Le doudou, c'est lié à l'odeur après la naissance, donc plus l'odeur Ok. de la maison de la maman. Par contre, ce qui a résonné tout de suite, c'est les bébés qui ont besoin d'être calés, d'avoir une petite cale derrière eux, ou qui ont tendance à se coller au barreau du lit, ou qui ont tendance à se coller à quelque chose pour dormir. Ça correspond à cette perte. Mais c'est la recherche de ce contact et de se dire: «Ah là, je suis pas tout seul». Ok. Et on arrive peu à peu au bout de cette exploration et j'ai une dernière question pour toi qui est assez importante. Si tu peux observer les rituels qui sont pratiqués sur le placenta dans l'histoire et de par le monde et en quoi c'est important de mener ces rituels que tu observes. Alors tout de suite, j'ai vu plusieurs choses. J'ai vu dans notre culture occidentale que le placenta, il est récupéré pour, fabriquer des choses avec, Mhm. médicaments ou cosmétiques ou je sais pas. Mais j'ai vu aussi au niveau ancestral qu'on utilisait ce placenta parce qu'on le voyait comme très riche en nutriments, très riche en comme si on allait pouvoir, avoir la santé, peut-être en le mangeant ou en le découpant, en le pressant. C'était une croyance ou c'est une réalité? Ça me dit les 2. Il y avait quelque chose de très intuitif pour, des peuples, 1 à s'intéresser au placenta et à croire du coup que ça pouvait être une source de c'était une bombe, de nutriments et tu vois, il y avait quelque chose d'intuitif qui partait de ça et c'est devenu une croyance. Mhm. Quels sont les autres rituels que tu observes? Là, je voyais, tu vois, dans la forêt on va dire des peuples, très, humains primitifs, je vois qu'on l'enterre. En fait, ce qui se dégage du placenta, que ce soit au niveau hormonal ou des phéromones ou je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage du placenta qui, fait qu'il peut être repéré d'assez loin par des prédateurs. Et c'est pour ça qu'ils l'enterraient. Ouais et donc il y avait comme une nécessité de l'enterrer pour pas se faire repérer, si je peux dire. De pas Mhm. attirer, ouais, c'est au niveau phéromone, c'est ultra puissant. C'est du concentré, hein. C'est du concentré de tout un tas de nutriments, de tout un tas de et en fait, c'est comme si ça se passait avant ensuite on comprend que, vu que le placenta, il est repérable d'aussi loin, c'est qu'il doit être concentré de quelque chose et c'est après qu'on arrête de le mettre en terre et qu'on commence à
le manger, le boire. Je vois comme pressé. Je vois comme pressé pour en sortir le jus, le sang et des gens qui le boivent. Il y a comme une cérémonie. Mmh. Alors on dirait aujourd'hui, c'est comme un sorcier qui fait une cérémonie avec des femmes, peut-être pour qu'elles aient des enfants, quelque chose comme ça, en lien OK. avec la fertilité. Comme si boire ou manger le placenta apportait, de la fertilité. Oui, Et c'est réel physiquement ou c'est une croyance? non, c'est plutôt une croyance Mmh. et ce que je vois aussi, c'est, des gens qui le boivent et ça a rien à voir avec la fertilité. C'est, en lien avec, le féminin, la partie, femme qui contient des caractéristiques, des propriétés, qu'on veut développer en buvant le placenta. Des propriétés, pas de sagesse, mais de spirituellement élevées, de capacités spirituelles en lien avec ça. OK. Et Mmh. aujourd'hui, est-ce important? Donc on ne fait plus de rituels. Le placenta est souvent, incinéré ou, encore utilisé pour, comme tu le disais, dans les cosmétiques notamment. Est-ce important de réaliser des rituels après la naissance avec le placenta? Non, ça résonne pas. Ça me montre un par rapport au placenta que je voyais juste avant dans les rituels et ben, aujourd'hui, c'est comme s'il avait pas la même couleur, c'est comme s'il avait pas la même, qualité. Avant, je voyais un beau placenta, bien gros, bien rose, rouge, je sais pas trop et là, il paraît plus petit, plus sombre, comme s'il avait moins de force énergétique, moins de propriété, Mmh. comme s'il était pollué un peu. Il y a une espèce de grisaille, Il est pollué par quoi? ça dit le mode de vie, la nourriture qui est différente, tout un tas de choses, le stress, tout un tas de choses qui fait que, il n'est pas aussi gros et aussi, riche et ça présente pas un intérêt, particulier d'en faire quelque chose apparemment. Mais du coup, s'il est moins riche, un bébé est moins bien accompagné aujourd'hui qu'il ne l'était, dans ces temps où le placenta était riche? C'est possible, ouais. Ça a un impact sur les naissances d'aujourd'hui? L'alimentation, maternelle, les conditions de vie, l'environnement, le stress du travail? Ouais, ça a un impact, mais ce que ça dit, c'est que chaque, société ou civilisation fait naître les bébés qui correspondent OK. et c'est OK, Et ça rentre dans la normalité de l'époque. on arrive au bout de cette exploration. Est-ce que tu as un dernier message? Et ça dit que, cette explo était importante pour bien comprendre, en fait, le rôle du placenta et bien comprendre pourquoi, les bébés à la naissance ont besoin d'être contre le corps, de ce corps à corps, le peau à peau, que c'est une base de sécurité, très, très importante pour éviter au bébé d'être dans cette, recherche. C'est une perte d'énergie d'être dans la recherche de quelque chose, d'élémentaire comme ça. Comprendre, ce besoin-là du nourrisson va lui permettre de le mettre en sécurité et lui permettre de faire sa vie de petit bébé, découvrir, s'ouvrir au monde et cetera. Lui redonner de l'aisance, de la facilité à vivre, de la légèreté, du plaisir à vivre, de la joie. Merci pour cette belle conclusion et merci pour votre écoute. Envie de soutenir les clés de l'être? Likez ce podcast et abonnez-vous à la chaîne. Si ce sujet vous touche et que vous souhaitez explorer ce qui se joue en vous, contactez-nous à l'adresse lesclésdelettre@gmail.com pour une session personnelle en télépathie accompagnée, véritable voyage libérateur vers votre harmonie intérieure. À très bientôt pour de nouveaux podcasts des clés de l'être.